Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous parler donc une question qui m'est posée. Comment je prépare ma salle et je communique avec mon équipe pour une urgence vitale, donc chirurgicale. Donc pour commencer, on va introduire deux principes. Le premier principe, c'est d'essayer de définir ensemble ce que c'est qu'une urgence vitale chirurgicale. C'est une définition qui paraît simple de prime abord, mais qui est en réalité assez complexe en termes de définition pour l'ensemble des parties prenantes, notamment quand vous discutez avec vos collègues chirurgiens. Depuis une dizaine d'années, il y a plusieurs façons qui ont été modélisées, et la classification NEST en est une, qui propose ici, vous voyez, la chirurgie de moins d'une heure, qui est en réalité souvent des chirurgies hémorragique, avec une instabilité hémodynamique et avec un sepsis sévère ou un choc septique. On pourrait résumer probablement les urgences vitales chirurgicales là-dessus. Je sais qu'il y a des travaux actuellement en cours sur le plan national pour essayer d'uniformiser cela. Je pense que ça nous aidera beaucoup. Le deuxième point qu'il faut essayer de traiter avant de commencer le vif du sujet, c'est est-ce que j'ai une salle de bloc qui est disponible pour mon urgence vitale chirurgicale? C'est notre défi aussi à tous, organisationnel. Ici, une étude récente multicentrique qui a regardé trois types d'organisation. Un bloc dédié d'urgence, à gauche, le DET. Une salle d'urgence dédiée au sein d'un bloc programmé, d'or, et nord, qui est un bloc programmé sans salle d'urgence. On peut voir effectivement qu'il y a un retard de prise en charge qui est bien visualisé, avec ici un autre ratio à 1,8 sur les salles qui n'ont pas de salle d'urgence dédiée. Donc, une fois que vous avez trouvé votre salle pour l'urgence vitale, moi j'ai traité le problème dans l'autre sens. J'ai d'abord commencé à communiquer avec mes équipes et après j'ai préparé ma salle. Donc on va commencer par communiquer. Alors pourquoi communiquer dans une situation critique comme celle-là? Ça fait à peu près une trentaine d'années que les concepts de communication qui émanent de l'aviation civile commencent à intégrer le bloc opératoire et l'anesthésie-réanimation. Il y a 20 ans de ça, on observait déjà que dans les blocs opératoires, il y avait 30% des communications qui étaient défectueuses. On sait également que la communication au sein du bloc opératoire amène un climat de sécurité et améliore les relations au niveau du travail et au sein de l'équipe. Et en plus de ça, ça impacte l'outcome, le devenir des patients, ici dans cette étude sur un score composite avec la morbi-mortalité. Est-ce que dans l'urgence, on a un peu plus de données sur ces problématiques de communication? Une étude récente sur les plaintes en anesthésie-réanimation montrait qu'il y avait effectivement plus de plaintes en rapport avec des défauts de communication en urgence. Donc c'est un sujet qui est éminemment d'actualité. En pratique, comment on peut faire pour communiquer avec son équipe? Ici, une revue de littérature sur 20 études interventionnelles qui identifie 4 améliorations au sein de l'équipe: la communication, le travail en équipe et la sécurité au bloc, qui sont améliorées par quatre actions. Donc le briefing d'équipe, on va en parler, la formation en équipe, la checklist et le débriefing. Donc nous, en urgence vitale, il y a probablement 2 leviers sur lesquels on peut travailler, c'est le briefing et la checklist, qu'on va développer un peu plus en détail. Avant de commencer un briefing, il est important de pouvoir identifier ses équipiers et les alerter. Ici, une étude intéressante qui a à peu près demandé à 150 personnels de bloc de savoir quel était le nom du chirurgien. 98% des personnes interrogées savaient le nom du chirurgien. Quand on demandait quel était le nom de l'anesthésiste, seuls 66% savaient répondre. Quand on demandait au chirurgien quel était le nom de l'équipe autour de lui, seulement 44% répondaient correctement. Donc il y a une vraie problématique de savoir nommer les personnes avec qui on travaille, de connaître leurs fonctions, surtout quand on est en urgence, surtout quand on est de garde dans un bloc d'urgence qui n'est pas forcément le nôtre. Donc s'identifier clairement et prévenir toutes les personnes qui sont concernées. Donc le briefing, c'est probablement la première étape. L'HAS nous dit c'est une séance de partage d'informations courte avant une action, qui nous permet d'anticiper des situations à risque. Elle doit être indispensable si situation complexe et travail en équipe, ça tombe bien, c'est notre sujet.
Qu'est-ce que la littérature nous dit sur ce briefing d'équipe? Qu'au sein des blocs opératoires, ça améliore les performances d'équipe, que ça améliore le climat de sécurité ambiant, ça diminue les délais de prise en charge et également les taux d'événements indésirables. Je vous ai mis à chaque fois en bas les recommandations qui ont été éditées en 2022 sur les facteurs humains en situation critique et qui qui seront prises régulièrement dans ce topo. En pratique, si vous voulez faire un briefing d'équipe, il y a probablement 5 points à respecter. Le premier point, on l'a dit, c'est d'introduire le sujet et de vérifier que toute l'équipe est bien présente. Partager l'information, on l'a dit, c'est important, mais surtout, une fois que vous avez partagé, il faut aller sur l'étape d'anticipation, se dire, j'ai identifié un risque potentiel, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour pouvoir anticiper ce risque, et ensuite organiser le travail, dispatcher la charge de travail, répartir les rôles, définir le leadership, et enfin conclure en reformulant pour être certain que tout le monde a bien compris. Pour plus de détails, je vous encourage aussi à lire cet ouvrage sur les facteurs humains en santé. Vérifier que le personnel est présent physiquement, c'est une chose, mais parfois on peut être présent physiquement, mais émotionnellement, ça peut être compliqué, ou physiquement également, pour un risque fatigue. Cette étude, c'est celle qu'on avait évoquée tout à l'heure, le comportement de l'équipe va influencer le devenir des patients, et donc il faut s'assurer que les personnes avec qui vous travaillez sont en forme optimale. On va prendre en compte le temps de travail d'affilée. Quand vous commencez votre garde, votre temps de travail à 9 h du matin, vous n'êtes pas dans la même forme qu'au bout de la 20e heure de garde. Mais prendre aussi en compte le travail cumulé hebdomadaire et évidemment, attention à la vigilance spécifique à la nuit profonde. Le briefing d'équipe, il va renforcer la conscience de la situation. Le concept de conscience situationnelle a été développé il y a une trentaine d'années par Hensley. Le but était de mieux comprendre les mécanismes qui nous amenaient à prendre des décisions et à mener des actions. Et donc ce concept de conscience situationnelle se développe en 3 étapes. D'abord percevoir, ensuite comprendre, puis anticiper. Dans les études sur les événements indésirables liés à la problématique de la conscience situationnelle, c'est vraiment la phase de perception des informations qui est la phase la plus sensible. Et celle-ci peut être améliorée par justement le briefing et la checklist également. L'organisation du travail en équipe, c'est identifier un leader, c'est favoriser le partage continu des informations, coordonner, répartir les tâches, choisir si c'est l'anesthésiste qui gère le bloc d'urgence ou si c'est le chirurgien. En tout cas, il faut définir le leader. Ça a un impact sur la mortalité, ça diminue les événements indésirables graves liés aux soins, ça améliore également les performances techniques de l'équipe. Il ne faut pas oublier que le chirurgien fait partie de l'équipe. On a tendance à penser qu'un briefing va concerner que les problématiques d'anesthésie et donc on aura tendance parfois à se cantonner à faire un briefing uniquement sur notre partie d'anesthésie et réanimation. Or, nos problématiques, elles sont communes avec les chirurgiens. Et effectivement, dans ce papier, comment communiquer entre chirurgiens et anesthésistes, on fait état d'une évolution de nos rapports avec les chirurgiens, notamment parce que l'anesthésie fait de plus en plus de protocoles collaboratifs, notamment avec la réhabilitation précoce, et que le poids de la communication anesthésique est de plus en plus important. Ce papier souligne encore une fois la problématique du briefing et du checklist comme étant centrale pour améliorer la communication entre les 2 parties, mais explique aussi que les problèmes de communication sont probablement souvent en rapport aussi avec des attentes différentes, des perceptions différentes du rôle de chacun et des barrières organisationnelles, notamment d'accès au bloc opératoire. Donc il faut optimiser la communication en équipe. Il faut savoir parler le même langage. Je vous encourage à lire ce petit ouvrage qui est extrêmement bien fait sur la phraséologie médicale. Il faut utiliser des systèmes, notamment en urgence vitale, de communication sécurisée comme la boucle fermée. Quand vous avez des éléments importants
Vous devez être certain que l'élément important a bien été entendu, reçu, compris, et avoir un accusé de réception de cet élément. Il faut savoir oser dire les choses, on le reverra juste après. C'est parfois difficile en urgence vitale, et pourtant il existe des méthodes comme la méthode DESC pour dire les choses avec assertivité. On peut également utiliser des outils standardisés, ça peut aider. Le SAED en est un exemple. La vérification croisée, c'est pour nous l'exemple typique, c'est la checklist, qui est le contrôle ultime avant le démarrage de la chirurgie. Cette checklist OMS, qui est pour nous la checklist HAS, elle a évolué au fil du temps. Vous avez tous connu la checklist générique qui a été mise en place il y a une dizaine d'années. Le problème avec la checklist, ce n'est pas son intérêt, parce qu'on a énormément de littérature qui nous fait comprendre les réductions de mortalité après implantation de ces checklists. Donc l'intérêt, l'efficacité, on la connaît. La problématique, elle est dans son implantation, dans sa bonne utilisation, on le verra. Et l'HAS, notamment ici, explique que peut-être qu'avec une checklist personnalisée, où vous, dans votre bloc opératoire, avec vos contraintes logistiques, vous allez pouvoir faire votre checklist à vous, en équipe, avec vos chirurgiens. Vous aurez peut-être une utilisation qui sera beaucoup plus optimale. Effectivement, cette checklist, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Sur une étude, sur une revue de littérature, 300 études sur la checklist, un tiers seulement précisait si la checklist était réalisée complètement. Donc il y a probablement des checklists qui sont faites de manière automatique, pas optimisées, et la qualité des checklists n'est souvent pas bien évaluée. Autre point intéressant, la checklist n'est pas suffisante en elle-même, même si elle est bien réalisée. Dans cette étude-là, ils arrivaient à montrer que la capacité des infirmiers et des anesthésistes à soulever des préoccupations, c'est vraiment le speaking up, ce qu'on disait tout à l'heure, oser dire les choses, n'était pas forcément améliorée avec cette checklist. Donc il faut aussi s'entraîner en équipe à dire les choses de façon ouverte. Une fois que vous avez optimisé votre communication d'équipe, vous avez fait votre briefing d'équipe, vous avez préparé votre checklist, il y a une phase quand même de préparation matérielle. Évidemment, on va revenir sur la diapo initiale, tout va dépendre de l'indication chirurgicale. Si vous pensiez venir ici avec une recette toute faite de préparation pour un bloc d'urgence vitale, malheureusement, il va falloir encore s'adapter à votre patient. Et une étude récente qui a interrogé un bon nombre de spécialistes européens sur la sécurité des soins a mis en évidence qu'un chariot d'anesthésie standardisé était quelque chose d'intéressant dans les blocs opératoires. Et effectivement, quand vous êtes de garde, peut-être que c'est un site que vous n'avez pas l'habitude. Le chariot, il n'est pas arrangé de la même façon. Et vous n'avez pas accès aux mêmes choses. Donc, impliquer les équipes dans des nouvelles initiatives de sécurité, ça, c'est fondamental. Surtout, avoir le dossier médical disponible au moment de l'urgence vitale. Savoir où est le chariot d'intubation difficile, ça fait partie des choses les plus importantes qui étaient soulevées ici dans cette étude. Donc il est urgent de ne pas se précipiter, de toujours vérifier. Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je suis sûr que vous avez en tête plein d'exemples d'ampoules qui se ressemblent, de médicaments qui ont les mêmes couleurs d'ampoules et peut-être d'événements indésirables qui ont eu lieu dans la précipitation. Donc, effectivement, il faut savoir ensemble disposer les médicaments et les dispositifs de soins critiques de façon logique, que tout le monde soit bien au courant, que l'information soit bien dispensée à tous. Il faut savoir anticiper une intubation complexe. Effectivement, c'est un stress supplémentaire qui peut se surajouter à l'urgence vitale chirurgicale. Donc, il faut connaître l'emplacement des chariots. Il faut utiliser des aides cognitives et les avoir surtout à disposition.
la problématique des aides cognitives, c'est souvent, elles ne sont pas disponibles quand on a besoin. On essaye parfois d'aller sur Internet. On sait que le site de l'ASFAR a des aides cognitives. On se connecte, ça rame beaucoup, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Et donc, il faut absolument que ces aides cognitives soient disponibles. Effectivement, c'est ce que recommandent les recommandations sur l'intubation difficile et nos recommandations sur les facteurs humains en situation critique. Il faut essayer d'anticiper l'état dans lequel le patient va arriver. Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de la problématique initiale. Une étude ici récente qui nous dit qu'en réalité, les patients qui saignent ont tendance à arriver très rapidement au bloc opératoire avec une réanimation, notamment de la transfusion massive, la gestion de la coagulopathie qui est traitée en parallèle, alors que les patients qui sont septiques ont plus tendance à être réanimés plus longtemps avant l'accès au bloc opératoire. Donc, on va essayer de se poser la question de savoir quelle typologie de patient on va recevoir. Si c'est un patient avec un choc septique, je vous rappelle que l'antibiothérapie, elle doit être passée dans l'heure, quand il y a un choc qui est présent, et que les objectifs de PAM sont à 65. Vous pouvez utiliser la voie veineuse périphérique si elle est en place. On n'a pas une obligation de passer d'emblée sur le cathé central et le cathé artériel. Il va falloir probablement à un moment donné que ce patient-là il soit techniqué. Mais c'est vraiment une discussion, encore une fois, et le briefing qui peut servir à ça, de discuter le meilleur moment, ou est-ce que ça peut se faire en parallèle, de l'accès sur le plan chirurgical au sepsis. Sur le plan hémorragique, on a les mêmes problématiques. C'est optimiser l'hémodynamique en fonction de si c'est un traumatisme crânien grave ou non. Vous pouvez aussi laisser la noradrénaline dans les recommandations jusque 2 mg/h. Encore une fois, discuter du meilleur moment pour techniquer vos patients. Essayez peut-être, pourquoi pas, de le faire en parallèle. Dans l'anticipation de cette hémorragie massive, il y a l'HAS en 2022 qui nous dit « pensez aux récupérateurs de sang ». Type Cell Saver ou autre. Elle nous dit surtout, dès que vous pensez que vous allez transfuser le patient, c'est intéressant de le mettre en place. Je vous ai mis pour rappel le prix d'un concentré de globules rouges. Si on met dans la balance le prix d'un kit de récupérateur de sang, à minima, un bocal et une aspi, c'est une 50aine d'euros. Donc, dans la balance, si vous avez un doute, s'il y a un risque transfusionnel avéré, en tout cas, l'HAS vous dit qu'il faut y penser rapidement. De plus que les dernières études sur les contre-indications relatives type cancer et infection sont en train d'arriver et de nous faire dire que probablement que ces contre-indications sont relatives et qu'il y a une possibilité, en balance bénéfice-risque bien sûr, d'utiliser des récupérateurs de sang. Alors évidemment, il y a tous les principes importants de l'hémorragie massive qu'il faut essayer d'anticiper à ce moment-là, tant que le patient n'est pas là, la couverture chauffante, préparer du calcium, si une transfusion massive. L'acide tranexamique, ce n'est pas réservé qu'aux patients traumatisés. 1 gramme s'il y a un risque hémorragique. Et on a toujours en tête le fameux diamant létal de l'hémorragie massive. Petite nouveauté de 2024, les PFC déjà décongelés, c'est quelque chose qu'on utilise au CHU de Lille depuis sa réalisation et ça a changé nos pratiques. On a en permanence 2 PFC qui sont disponibles pour l'établissement et on a du coup cette possibilité de faire venir avec notre urgence vitale de transfusion ces 2 PFC. On perd plus ce temps d'attente de décongélation, donc peut-être quelque chose à travailler avec vos sessions et vos EFS. Un dernier point, c'est d'anticiper le suivi biologique de ces patients. Les recommandations de la Société française de biologie clinique nous disent que si vous n'avez pas au sein de votre établissement un circuit d'urgence biologique, il est probablement recommandé d'avoir à disposition des éléments de biologie délocalisée pour pouvoir suivre soit la coagulation, l'hémoglobine, la gazométrie, le ionogramme. Et effectivement, dans le choc hémorragique, dans le choc septique, il y a probablement un intérêt majeur. En conclusion, pour une urgence vitale chirurgicale, j'identifie et je préviens mon équipe. Je communique de façon optimisée, briefing, checklist HAS qui maintenant peut être personnalisé.
Et j'anticipe en fonction de la chirurgie une intubation difficile, une hémorragie grave, une instabilité hémodynamique, un sepsis ou une hypovolémie. Je vous remercie beaucoup.